On parle beaucoup de leadership féminin, mais beaucoup moins de santé des femmes dirigeantes. Je reçois Iris Ramos. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de la santé des femmes dirigeantes et pas seulement du leadership féminin? Oui, Alexia, on parle souvent de performance, on parle souvent de plein de choses, mais on ne parle pas de santé hormonale, Ouais. d'équilibre, d'épuisement silencieux. On va se préoccuper de leur légitimité, du plafond de verre, de la représentativité, alors qu'on sait que les femmes sont particulièrement exposées au burn-out, par exemple. Oui, parce que on le dit jamais assez souvent, mais c'est vrai que la femme, quand elle a évolué avec le temps, avec ses droits, elle s'est vue d'une charge déjà au niveau des enfants, mais aussi en tant que femme qui travaille déjà, et aussi épouse. Donc ça fait beaucoup de rôles à mener en même temps. Est-ce qu'une femme dirigeante porte une charge mentale différente ou voire supplémentaire par rapport à ses homologues masculins? Est-ce que ça se ressent comment? Parce que tout le monde a un peu plus de charge mentale quand même quand on a plusieurs rôles. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas la charge mentale non plus, mais est-ce qu'on arrive quand même à identifier cette charge mentale féminine et qui se voit par conséquent au travail? Problématique des femmes dirigeantes, c'est qu'elles assument majoritairement la charge domestique. C'est encore un peu plus le rôle des femmes. Elles le font malgré tout dans leur foyer. Elles vont avoir également la charge émotionnelle. C'est-à-dire que c'est aussi elles qui vont faire attention à l'équipe, se préoccuper de plein de choses. Et elles vont aussi avoir cette pression implicite d'être à la hauteur, de la légitimité. On sait que dans le burn-out, par exemple, Christina Maslach a beaucoup travaillé là-dessus, c'est un mélange entre ressources et exigence. Sauf que ce déséquilibre chronique, notamment pour les femmes dirigeantes, peut amener à beaucoup d'attentes sociales contradictoires, Oui. donc beaucoup d'exigences. Il faut être ferme mais pas autoritaire, ambitieuse mais pas trop, être présente mais pas débordée, ce qui fait qu'elles vont avoir une énorme surcharge de rôles. Par rapport aux hommes, elles vont avoir des rôles supplémentaires, donc le rôle de dirigeante, mais également la charge domestique, mais également la légitimité à prouver, la charge émotionnelle. Donc c'est double, triple charge mentale. Oui, et alors justement, à quel moment ça devient dangereux et un risque pour leur santé? À partir du moment où la performance est la seule source de valeur personnelle. Il y a des personnes qui ne se définissent que par leur performance. Donc certaines femmes, elles tombent aussi dans ce travers. Elles vont aussi parfois percevoir le repos comme une faiblesse, vont refuser de se reposer et de récupérer. Je me sens pas du tout visée. Je ne vous regarde pas du tout, Alexia, c'est pas pour vous. Les signaux physiologiques vont être ignorés, par exemple l'irritabilité, les dérèglements hormonaux, la fatigue chronique, mais aussi l'hypercontrôle. Donc elles ont appris très vite à s'adapter. Et ce qui les a fait réussir devient un frein pour prendre soin de leur propre santé. D'accord. Et on parle aussi maintenant, je dis on, entre nous, entre femmes, hein, justement, qu'on devrait plus prendre en compte nos cycles, nos hormones, justement, de notre manière de gérer, de travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes dirigeantes, elles prennent suffisamment en compte tous ces paramètres physiologiques dans leur travail? Très rarement. Le système est calqué sur un rythme biologique masculin qui est constant et linéaire. Or, le rythme des femmes est un rythme cyclique et ce rythme va affecter l'énergie, la concentration, la créativité, la tolérance au stress. Donc, elles ne font pas vraiment attention. Eh bien, toutes mes croyances sont tombées à l'eau. Mais toutes, puisque on a fait le premier observatoire de la santé des dirigeants avec STEP et le MEDEF, et j'ai demandé d'isoler les résultats, et nos ingénieurs ont regardé la différence homme-femme. Je pensais que les femmes consultaient davantage, elles prenaient plus soin d'elles, elles faisaient attention, etc. 60% d'entre elles n'ont pas consulté depuis les 12 derniers mois. Ouais. 55% vont avoir des problèmes de santé et vont mettre le problème de côté sans le régler. On a 45% qui ne fait pas de sport. Ah oui. On a 20% qui consomment de l'alcool 4 fois par semaine ou plus. On a 10% qui s'estiment en mauvais état de santé générale et 35% en mauvais état de santé mentale. Waouh. Waouh, ça fait peur. Enfin, ça fait, je veux dire, ça fait réfléchir. Et c'est assez troublant parce qu'on peut se dire que à la maison, les femmes sont les premières à dire fais attention à prendre soin de la santé du foyer.
C'est les dernières, en fait, à être... Elles prennent soin, elles font attention à la santé de tout le monde, des enfants, des employés, de leur mari, mais pas d'elles. Il y a une solitude particulière, parce que c'est un sujet, encore une fois, qu'on aborde beaucoup, et forcément, vous savez à quel point je suis sensible à ça, mais chez les femmes qui dirigent, mais sans justement qu'elles s'avouent, finalement, cette fatigue, cette fragilité. C'est pas facile de faire face quand on est une femme dirigeante, et quand on veut montrer qu'on y arrive, de montrer aussi ses faiblesses. Alors, c'est facile pour personne, hein, homme ou femme, mais j'ai l'impression que quand on est une femme, on veut surtout pas montrer cette fragilité. Cette solitude est très importante parce qu'elles veulent être un modèle. Donc il y a une charge là-dessus, une pression, mais surtout parce qu'elles vont manquer de lieux pour échanger avec des pairs dans des environnements business où il manque d'autres femmes avec lesquelles elles pourraient partager. C'est ce qu'on appelle un peu les réseaux d'hommes, d'affaires, et où il y a très peu de femmes et où on peut très peu échanger sur nos pratiques, sur comment on fait les choses. Et elles vont aussi voir la vulnérabilité comme un aveu de faiblesse et un manque de légitimité, et donc elles vont le rejeter, et ça va aller jusqu'au point de rupture. Ah, oui. C'est-à-dire que certaines vont se taire, vont pas s'exprimer jusqu'au point de rupture. Et donc là, on parle d'épuisement. J'ai beaucoup de dirigeantes chez STEP qu'on accompagne qui sont à très, très, très peu, enfin, dans pas longtemps, il va y avoir un burn-out. On arrête le processus avant. Elles ont un cortisol qui est totalement élevé. Leurs surrénales sont fatiguées. Et on sait que dans pas très longtemps, le corps va lâcher. Est-ce qu'il y a des petits signaux qu'on peut peut-être identifier au quotidien? On se dit, c'est pas grave ça, on laisse... C'est quoi les signaux? La première chose qui doit faire tilt dans la tête, c'est le fait d'être 3 fois plus réactif à toutes sortes de situations. Tous les mardis, je suis en réunion, je suis pas prise au sérieux, je stresse, je fatigue. Et mon corps s'y habitue, mon cerveau s'y habitue. Par contre, mon cerveau devient 3 fois plus réactif à toute autre forme de stress. C'est-à-dire que je rentre, j'ai un de mes enfants qui pleure, je vais hurler, je vais surréagir. Donc cette irritabilité veut dire que je suis arrivée à la limite de ce que mon système peut encaisser et que je suis trop réactive. J'ai une réponse trop importante de stress, là où elle devrait être normale. Ok, donc ça c'est un des signaux d'alerte. La surréactivité. Je surréagis. Alors justement, on est au mois de mars. Le 8 mars est déjà passé, mais le mois de mars c'est le mois on va dire de la femme, du droit international, du droit des femmes. On parle des femmes en général au mois de mars sur plein d'aspects, et la santé en fait aussi partie. Sans parler de Octobre Rose forcément pour la partie cancer du sein. Mais si on devait aujourd'hui sensibiliser les femmes qui nous regardent, qui nous écoutent justement aux dirigeantes et solopreneuses, j'ai envie de dire, parce que pas que des cadres aussi dans des grands groupes, mais qui sont toutes seules à gérer peut-être une très grande équipe. Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand elles sentent déjà les premiers signes d'épuisement, mais qu'elles refusent de voir et d'aller chez le médecin parce qu'on n'a pas le temps? La première chose, c'est de ne pas faire comme les hommes. On disait tout à l'heure que les femmes ont des rythmes cycliques. Ouais. Et dans un rythme cyclique, on ne peut pas être performant tout le temps. Donc il faut pouvoir aménager des moments de récupération. Il faut pouvoir fonctionner avec ce côté cyclique et pas avec une performance linéaire et constante. Donc, il faut qu'elle puisse traiter la fatigue comme un signal d'intelligence biologique, comme une information, pas comme un problème de performance. L'émotion, c'est l'information qui arrive par voie rapide au cerveau. Il faut qu'elle traite ça comme une information, comme de l'intelligence biologique. Donc, revoir des priorités stratégiques, c'est important, mais aussi identifier ce qu'elles peuvent déléguer. Elles ont beaucoup de mal dans cet hyper-contrôle à déléguer. Et il faut qu'elles puissent créer un espace confidentiel, par exemple avec un psychologue, un mentor, des pairs. C'est facile de trouver un mentor. Pour se confier, oui. C'est souvent des mentors hommes. Et oui, voilà un truc à créer, un cercle de mentorat entre femmes entrepreneurs. Femmes, c'est vrai. Et pour terminer, consulter si nécessaire des médecins, des spécialistes. Chez STEP, nous accompagnons de plus en plus de femmes dirigeantes pour les aider à rester en bonne santé. Et elles nous appellent en disant « ça fait 15 ans que j'ai rien fait pour moi, maintenant je veux prendre ma santé en main ». Elles comprennent que ça fait partie des actifs à maintenir pour
durer. Voilà, n'attendez pas que ce soit trop tard, j'ai envie de dire. Mesdames, prenez soin très vite de votre santé. Et pour vous contacter, Iris, c'est toujours pareil. Site internet, on vous suit aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Vous avez un podcast. Attitude. On donne la parole à des femmes et à des hommes dirigeants. Et récemment, on a eu un très beau témoignage d'une femme qui a fait un AVC et qui explique très bien comment elle mettait toujours sa santé avant le reste. Et au moment où sa santé n'était plus là, eh bien, tout ce qu'elle avait construit s'est évaporé. Voilà. Voilà, ça c'est le beau message à dire. Ne perdez pas tout ce que vous avez construit depuis des années, mesdames, juste par une négligence et un oubli, d'aller voir le médecin, parce que c'est très important. Merci, Iris, de toujours tirer la sonnette d'alarme sur des sujets très importants et souvent un peu trop négligés. Merci beaucoup. Merci, Alexia. Et je vous dis au mois prochain pour toujours de nouvelles actualités au niveau santé.